Bon, ben, Guillaume Faye, Guillaume, tu vas nous parler de Koulibaly et des deux frères Kouachi aujourd'hui? Pourquoi pas? Les auteurs de. On appelle ça un attentat. Alors, c'est pas un attentat, justement, là, parce que c'est pas un attentat terroriste, il s'agit d'acte de guerre. Parce qu'un attentat terroriste, par définition, c'est quelque chose qui est anonyme. On pose une bombe, on en a eu en France devant, par exemple, la FNAC, etc. Là, c'est ciblé, c'est une guerre. C'est-à-dire que d'abord, on a visé la rédaction de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo avait fait des caricatures contre l'islam, contre Mahomet. Donc là, c'est un acte de guerre, c'est un acte qui correspond à une fatwa, c'est-à-dire à une malédiction. Un ennemi ciblé, quoi. C'est ciblé. Et deuxièmement, par le restaurant, le supermarché de la Porte de Vincennes, qui est un supermarché Cachère. cachère, donc il s'agissait là, selon les prescriptions coraniques d'ailleurs, il s'agissait là de s'en prendre à des juifs. Ça, c'est Koulibaly. Première chose. Donc c'est un acte de guerre. Deuxième remarque. La deuxième remarque, c'est que contrairement à ce que affirme l'ensemble de la vulgate de l'idéologie dominante, ce qu'a remarqué d'ailleurs à juste titre Gilles William Goldnadel, qui était éditorialiste dans différents journaux, Valeurs Actuelles, Le Figaro, etc., c'est que les auteurs de ces assassinats, donc les deux frères Kouachi d'origine algérienne et Koulibaly d'origine malienne, n'étaient pas des exclus. C'était des gens qui appartenaient à la moyenne bourgeoisie. Ce n'étaient pas des gens qui étaient dans les ghettos de banlieue. Donc toute la thèse de l'idéologie dominante de M. Valls s'effondre. C'était des gens qui étaient insérés, qui avaient du travail, qui étaient aidés par l'État français, ce n'étaient pas des gens un peu comme Mohamed Merah, qui avait donc fait des attentats, les assassinats de Toulouse. C'est la même chose, c'est-à-dire que ce ne sont pas du tout des déclassés, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des djihadistes, c'est-à-dire qu'il s'agit de gens fanatisés, qui commettent des actes de guerre. Koulibaly, lui, se réclamait de Daesh, donc le fameux califat en Libye, et les frères Kouachi, eux, se réclamaient d'Al-Qaïda au Yémen. Ils se réclamaient, ils étaient mandatés, je veux dire, c'était des véritables combattants djihadistes. Donc il s'agit véritablement d'un acte de guerre. Ça, c'est là le deuxième point. Le troisième point, qui est très important, c'est que la réponse à ça, je veux dire, de la société française, avec les grandes manifestations qui ont recueilli 4 millions de personnes, c'est un peu la réponse des bisounours. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de répondre à un acte de guerre par une véritable mobilisation, mais on fait une espèce de marche blanche, en larmoyant, en pleurant, en appelant une pseudo-unité nationale, qui signifie rien parce qu'au bout de 15 jours, tout est complètement oublié. Et deuxièmement, ça c'est encore plus extraordinaire, et qui est le symbole d'une sorte d'ethnomasochisme, de refus de désigner l'ennemi, M. Valls, juste après, j'en parle d'ailleurs dans mon blog, il y a un article, j'ai consacré un article à ce propos-là, on appelle à une lutte contre ce qu'il appelle l'apartheid, comme si les Français mettaient les autres en apartheid, l'apartheid des cités de banlieue, et pour une politique de repeuplement. Alors ça encore, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de disperser les populations immigrées de manière autoritaire dans toute la France, grâce au durcissement de la loi SRU sur le logement social. Donc en réalité, on s'aperçoit que, comme après les émeutes de 2005, ces attentats, en fait, aboutissent à ce paradoxe extraordinaire. On dit aux Français, finalement implicitement, halte au racisme et à l'islamophobie. Ces attentats sont supposés, en fait, c'est implicite, mais c'est quand même ce que pense plus ou moins, ou ce que laisse à penser plus ou moins le discours de nos dirigeants, que finalement c'est de la faute d'une société française qui procéderait au racisme, qui procéderait à l'exclusion, qui procéderait à l'islamophobie, etc. Et que finalement ces attentats, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Donc là, on est dans un phénomène pathologique d'inversion des causes et des effets, etc., etc.
La dernière chose qu'il faut souligner à propos de ces attentats, c'est que c'est un acte de guerre qui ne fait que commencer. C'est-à-dire que là, on est dans une logique, ça ne fait que commencer. On ne voit que la première partie d'un épisode, pardon, le premier épisode d'une guerre, d'un phénomène qui est appelé à se durcir et qui est appelé évidemment à durer. Mais la cause ultime de ça, on dit la cause parce qu'il n'y a pas suffisamment d'intégration, ou ça dépend des parties, d'assimilation, c'est la véritable cause, car finalement l'islam est parfaitement compatible avec la République, islam et islamisme c'est deux choses totalement différentes, etc. etc. En réalité, tout ça ce sont des préjugés, tout ça ce sont de faux semblants. En réalité, la cause numéro un de tout ce qui se passe, la possibilité de l'assimilation, que ce soit dans la société ou à l'école, ce phénomène d'attentat que nous avons sous les yeux et qui va se reproduire à plusieurs reprises, sous forme de ce qu'on appelle le djihad, il y a deux causes, il y a deux grandes causes. Ce qu'Aristote appelle les causes formelles, c'est-à-dire des véritables causes qu'il faut savoir déceler. La première cause, c'est l'immigration de masse. L'immigration de masse. Complètement incontrôlée, avec les faux réfugiés, avec le regroupement familial, avec les clandestins. N'oublions pas que rien que chaque année, il rentre 200 000 clandestins en France, qui sont totalement inexpulsables, à 80% musulmans. Donc une population en croissance constante, qui une fois qu'elle est arrivée a un taux démographique supérieur à celui des Français. Et la deuxième cause, c'est l'islam lui-même. L'islam lui-même qui, depuis le 7e siècle, est en djihad permanente. Soit une djihad non guerrière, qui est celle de la majorité des populations concernées, soit une djihad violente, qui est le fait d'une minorité, mais qui correspond profondément à la nature de cette idéologie religion depuis des millénaires, avec son fondamentalisme. Ce fondamentalisme, il correspond à ses véritables racines. Donc ces deux phénomènes qui sont les causes formelles, pour parler selon Aristote, l'immigration de masse, et c'est valable pour toute l'Europe, et l'islam, et non pas l'islamisme, aboutit nécessairement sur les territoires français, mais aussi sur les territoires belges, sur les territoires allemands, sur les territoires britanniques, bref, sur les territoires européens, aboutit nécessairement par une sorte de logique arithmétique, où il n'y a ni bon ni mauvais, ni mal ni bien, c'est une logique humaine, arithmétique, aboutit nécessairement à une guerre de nature civile, mais une guerre qui, finalement, le ressurgissement, comme je l'avais dit dans mon livre L'archéofuturisme, le ressurgissement dans le présent et dans le futur, le ressurgissement d'une configuration que nous avons connue dès le 7e siècle et dès le 8e siècle, c'est-à-dire l'affrontement global entre les Européens et l'islam, qui est quelque chose de même il y a eu l'affrontement entre les Indiens et l'islam, qui existe toujours d'ailleurs, qui est quelque chose de récurrent, et qui revient dans l'histoire à l'occasion de cette immigration incontrôlée, et pour la première fois dans l'histoire, une immigration qui est organisée par les envahis eux-mêmes, c'est-à-dire par les élites européennes, qui organisent au nom de l'humanisme, au nom des conceptions dévoyées des droits de l'homme, qui organisent une telle immigration. Alors, le concept d'assimilation est idiot. Pourquoi ? Parce que, comme le disait le général de Gaulle, on peut assimiler de toutes petites minorités à un ensemble humain plus grand. Mais on ne peut pas assimiler des gens dès lors qu'ils représentent, dans certains quartiers, 80% de la population, voire même 100%. On ne peut pas les assimiler au modèle républicain. Bon, ça c'est extraordinaire, cette idée de le modèle républicain. Alors d'abord, il faut remarquer une chose, c'est que le modèle républicain, en Europe, il y a quand même 7 monarchies. 7 monarchies. Et ces monarchies sont démocratiques, voire plus que la République française. Et dans l'histoire, comme dans la géographie d'aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que les tyrannies, les régimes tyranniques, les régimes totalitaires ou les régimes très autoritaires sont beaucoup plus des républiques que des monarchies. Même dans le monde arabo-musulman, les républiques islamiques, ce sont des républiques islamiques, alors que les monarchies sont en général beaucoup plus civilisées, beaucoup plus policées. Première remarque à
propos de la République, et j'en aurais terminé. La deuxième remarque, c'est que les valeurs dites de laïcité, dites de la République française, etc., sont des valeurs totalement incompatibles, mais totalement incompatibles sur le fond, je veux dire, totalement incompatibles avec l'enseignement de l'islam. Et je ne dis pas ça pour critiquer l'islam, c'est un fait, je veux dire. Vous lisez la littérature musulmane, la littérature islamique, vous vous baladez en Arabie Saoudite, etc., vous vous rendez bien compte que les valeurs de la République, comme on les entend, sont totalement incompatibles avec l'enseignement de l'islam. Alors vouloir faire un islam laïque, c'est vraiment vouloir faire un islam compatible avec les lois de la République, c'est d'une hypocrisie totale. C'est comme vouloir faire un marxisme libéral ou un nazisme philo-sémite. C'est la quadrature du cercle. Là encore, on se moque totalement du monde. Donc pour résumer, ce qui nous arrive, c'est ce qui va nous arriver, et la conséquence de deux choses: une immigration massive, incontrôlée, qui dans certains quartiers, ce que j'ai appelé la colonisation de l'Europe, par le bas, qui dans certains quartiers se manifeste par, selon l'expression de Camus, qui se manifeste par un remplacement de population, un grand remplacement, comme il appelle ça, un remplacement de population complet. Et deuxièmement, le fait que ce remplacement de population concerne à 90% des populations musulmanes, dont, depuis toujours, on sait que les valeurs globales sont incompatibles avec, je dirais, la vision du monde, la conception du monde traditionnelle des peuples européens. Donc, de toute façon, on est dans une impasse, à moins d'avoir une attitude totalement révolutionnaire, ce qui viendra peut-être dialectiquement, quand les gens finiront par se révolter, c'est possible. Mais on est dans une impasse, et la réponse donnée par les gouvernements européens est une réponse totalement fausse. Un exemple pour finir: il y a encore eu une centaine de personnes qui se sont noyées en traversant la Méditerranée pour regagner les côtes d'Italie. N'oublions pas que 170 000 personnes ont franchi la Méditerranée pour se réfugier en Europe, venant essentiellement d'Afrique du Nord et de Syrie, en 2014. 170 000 personnes par an. Et là, les autorités italiennes, les autorités européennes, l'Église catholique, on dit, mais gars, c'est abominable, c'est ces gens qui se noient, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut les aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème, etc. Mais on ne prend pas le problème à bras-le-corps. Le problème à bras-le-corps, c'est que si l'Europe ne payait pas les immigrés, si l'Europe faisait comme le Japon, c'est-à-dire il n'y a pas de pompe aspirante sociale, ces gens ne viendraient pas en Europe. Donc la solution est très simple. Et comme la solution heurte l'idéologie dominante, la solution la plus simple n'est pas adoptée, et nous allons, si rien n'est fait, vers la catastrophe. Merci de votre attention. Bon. Oui, là, on fait les critiques des symptômes. Oui, quand je dis des symptômes, c'est-à-dire quand je dis... Mais non pas de la cause de la maladie. Oui, alors moi j'ai dit, ce problème doit se résoudre, arrêtons la pompe aspirante, c'est-à-dire interdiction du statut abolition du statut de réfugié, expulsabilité réelle, et surtout, pour les personnes qui ne sont pas de nationalité européenne, absence totale, comme je le dis dans mon livre, mon programme, absence totale, je veux dire, ce qui se passe dans tous les pays du monde, hein, dans pratiquement tous les pays du monde, sauf en Europe occidentale, absence totale d'aide sociale à toute personne étrangère. Je veux dire, c'est quelque chose d'évident et qui est tout à fait admis par la charte de l'ONU, hein, parce que c'est le cas dans l'immense majorité des pays du monde. Un migrant étranger n'a pas à bénéficier de la moindre aide sociale, ni même de la scolarisation des enfants. Donc ça, c'est une première chose, mais ça serait incompatible, évidemment, avec la morale européenne, notamment la Cour de Strasbourg. Mais c'est pour ça qu'il faut s'affranchir de ces normes, il faut faire une révolution mentale. Voilà. Alors, la cause, évidemment, tu me posais la question de la cause. La racine du problème. La racine du problème, Aristote, dans sa logique, dans son livre La logique, distingue, je ne me rappelle plus exactement des termes, de 4 causes. Il y a 4 causes à tout phénomène. Il prend l'exemple de la construction d'un temple ou d'une maison. Il y a la cause formelle, c'est les ouvriers qui construisent le temple.
ou la maison. Il y a une cause qui est la volonté de celui qui a voulu construire le temple. La troisième cause, c'est l'architecte qui a fait les plans du temple. Et la cinquième cause, c'est les matériaux eux-mêmes qui existent, qu'on va prendre dans les carrières de pierre, qu'on va prendre dans les bois, etc. Donc tout phénomène a une pluralité de causes. Ce phénomène de l'immigration a une pluralité de causes. Dans une des causes, il y a effectivement la mentalité masochiste des Européens. Il y a une deuxième cause dont tu me parlais tout à l'heure, c'est la pauvreté. Les réfugiés, c'est la pauvreté, c'est ça? Bah, oui, ils sont dans un système financier international mondialisé qui les pousse à l'immigration de chez eux. Oui, mais alors la question qu'on peut se poser, c'est alors qui les pousse à l'immigration. Il y a eu deux types d'immigration. Hein. La première immigration, c'est une immigration de travailleurs, donc ils étaient moins cher payés, d'accord? Ils sont venus en Europe, Mais pourquoi, comme aux États-Unis. pourquoi Ça, c'est sont-ils obligés de partir de chez eux? parce que chez eux, il y a soit des guerres, comme en Syrie, c'est pas de la pauvreté faite par un système économique. Hein. Attention, hein, ou en Afrique, souvent c'est des guerres entre eux. En Syrie, ça n'arrête pas, on peut dire. Et depuis l'Antiquité, hein, toutes ces zones, il faut relire les auteurs antiques à ce propos-là, le Moyen-Orient a toujours été une zone de guerre intense, même avant l'islam. C'est intéressant. Bon. Il y a les guerres et il y a aussi la pauvreté. Alors la pauvreté, quelle est la cause de la pauvreté? Bah, on peut dire c'est soit le système économique capitaliste international, etc. Bon, mais on peut aussi dire c'est les populations elles-mêmes qui ne sont pas capables du système économique. Je veux dire qu'ils soient capitalistes, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient ce qu'on veut. Donc c'est très très difficile de déterminer. Le problème pour nous Européens, c'est pas de dire les causes, il faut les empêcher d'arriver. Alors on a essayé de faire une autre politique qui consiste à dire pour qu'il n'y ait pas d'immigration, créons le co-développement, c'est-à-dire créons de la richesse dans ces pays-là, mais on n'y est jamais parvenu, je veux dire, on n'y est jamais parvenu. Et même quand ces pays s'enrichissent, même quand ces pays sont en relative bonne santé économique, comme par exemple le Maroc, hein, ou des pays qui sont en relative bonne santé économique, à l'époque en Amérique latine, ils essaient quand même d'immigrer, soit aux États-Unis, soit pour l'Afrique et le Moyen-Orient, soit en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par les prestations sociales, et ils immigrent quand même s'il y a une récession en Europe. C'est ça qui est extraordinaire. Ils continuent d'immigrer, même s'il y a une récession en Europe. Et plus il y a de communautés nationales, étrangères, dans un pays d'Europe, plus elle attire ses coreligionnaires ou ses compatriotes venus des pays du Moyen-Orient, d'Asie ou d'Afrique. Donc là, on est face à un cercle vicieux, je veux dire, et la seule solution dans un premier temps, c'est d'arrêter, je veux dire, c'est de mettre un barrage, parce qu'il y a un remplacement de population. Et tu me disais toi-même tout à l'heure, tu t'es baladé l'autre jour à Sarcelles, c'est ça, à Sarcelles. Tu me disais, tu me rappelles l'expression, c'était de dire, j'aurais fait un reportage sur ce que j'ai vu ce jour-là à Sarcelles, j'aurais très bien pu dire j'étais à Dakar. J'aurais très bien pu dire voilà, bon. Est-ce que c'est quelque chose qu'un pays au monde peut tolérer? Je veux dire, non. Non, un remplacement de population, c'est pas quelque chose de tolérable. Ça n'était jamais arrivé d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est tolérable? Non, c'est pas tolérable. Mais le problème, c'est que c'est massif. C'est un truc massif. C'est quelque chose de massif. C'est la sortie de l'histoire. C'est la sortie de l'histoire. C'est la sortie de l'histoire. Alors, on parle du racisme. Le racisme est quelque chose, malheureusement. Le racisme n'existe pas dans les classes supérieures, évidemment, où on vit de manière policée, où tout le monde se mélange, etc. Mais le racisme naît comme l'a très bien vu Aristote d'ailleurs, dans sa Politeia, dans sa politique, le racisme naît de la cohabitation de populations, le racisme ou la xénophobie, c'est à peu près la même chose, de populations différentes. C'est-à-dire que l'idée utopique et très bourgeoise, en fait, selon laquelle on peut mélanger les peuples, et républicaine française, on peut mélanger les peuples sans aucun problème, est une idée fausse. Aristote disait, quand on mélange trop les peuples, il y a guerre civile et il y a tyrannie. Il y a guerre civile, donc ça veut dire racisme, c'est-à-dire qu'il y a un affrontement entre les différentes catégories de population, et il y a tyrannie nécessairement, puisque pour fédérer cet ensemble, ça ne peut pas être fait par la volonté commune, par le contrat social, ça ne peut être fait que par une autorité supérieure de nature tyrannique.
Et c'est ce qui nous guette, et c'est ce qui nous guette en France. Voilà. Qui existe déjà.